Jean-Michel Blanquer, bonjour. Bonjour. Ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Vous avez peut-être suivi le discours de Greta Thunberg, ou vous l'avez vu à la télévision, ou écouté, dépose plainte contre la France, avec d'autres, parce que la France ne ferait pas assez pour la lutte contre le réchauffement climatique. Elle en fait trop, Greta Thunberg? Sur ce point, certainement, oui, puisque la France est un des pays qui en fait le plus pour la lutte contre le réchauffement climatique. Donc je pense que ça ne sert à rien de tirer sur une locomotive. La France aujourd'hui est une locomotive contre le réchauffement climatique. On attend encore d'autres actes. Bien sûr, on peut faire toujours plus. Et on veut faire toujours plus. Mais le président Macron en fait énormément sur ce sujet. On l'a vu à l'occasion du G7, on le voit encore aux Nations Unies, où il a monté cette conférence sur l'Amazonie qui est très importante. Tout le monde. Est-ce qu'elle culpabilise Oui, je pense qu'il y a une petite tendance comme ça à laquelle il faut prendre garde, en effet, oui. Il faut prendre garde. Oui, parce que moi je crois que sur les sujets... Est-ce que vous pensez qu'au fond finalement, elle est un peu manipulée, ou est-ce que... Ça, je n'en sais rien. Comment la regardez-vous, cette jeune fille de 16 ans et demi, bientôt 17 ans? On dit qu'elle a toujours 16 ans, mais elle a bientôt 17 ans. Oui, avec un mélange de sympathie et de vigilance. De la sympathie parce que la cause est bonne, bien sûr. Il faut se battre pour la lutte contre le réchauffement climatique, et elle a bien raison. Et c'est très important que la jeunesse se mobilise sur ce point. Vigilance, pourquoi? Vigilance parce que il faut faire attention. On ne peut pas non plus créer une génération de déprimés autour de ce sujet. Il faut au contraire être constructif. Il faut, en étant constructif, bien tout simplement réussir l'enjeu non seulement de la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi du renouvellement de la biodiversité. Ça passe par des actes concrets. Donc je pense qu'on doit dépasser le stade du cri. C'est très important d'alerter, elle le fait et elle le fait bien. Donc de ce point de vue-là, ça doit être salué. Mais maintenant, il faut surtout être constructif. Et puis je crois que ça sert vraiment à rien d'attaquer la France, parce que s'il y a bien un pays qui se bat actuellement sur ce sujet, c'est la France. Et donc on a plutôt besoin de soutien que d'attaque. Oui, Jean-Michel Blanquer, est-ce que vous encouragez les collégiens et lycéens à aller manifester tous les vendredis pour défendre le climat? Je fais, si vous me permettez, mieux et plus que ça. C'est-à-dire que lorsque le 15 mars dernier, il y avait eu cet appel international, j'avais proposé aux lycéens de se réunir en comité pour réfléchir sur ces enjeux. Et d'ailleurs, je crois que je l'avais dit sur votre antenne. Et c'est ce que nous avions fait. On a fait vivre la démocratie lycéenne, c'est-à-dire qu'il y a eu des comités dans chaque lycée, à l'échelle de chaque région, et à la fin à l'échelle de la France, avec des délégués qui m'ont permis de co-construire avec eux 8 propositions. Ils ont fait 8 catégories de propositions au mois d'avril dernier, qui sont devenues notre feuille de route pour cette année scolaire et pour les années suivantes, c'est-à-dire 8 catégories d'actions très concrètes. Autrement dit, l'objectif est de créer une génération d'acteurs pour les faire agir et être contagieux sur l'ensemble de la société. Exemple type, la multiplication des projets écologiques dans les établissements, comme la création de potagers dans les écoles, la revégétalisation. J'étais il y a quelques jours avec des élèves d'un collège du nord de la France où tout simplement on allait être dehors pour nettoyer les sols. Et c'est ainsi que, avec 12 millions d'élèves, et on va entraîner l'ensemble des citoyens vers tout simplement un respect de la nature. On doit retrouver le sens de la nature dans notre monde qui est de plus en plus technologique, souvent de plus en plus virtuel. Et donc je trouve ça très éducatif, très pédagogique et en même temps très concret, de mettre en mouvement l'ensemble des élèves sur ce sujet. Donc ces manifestations hebdomadaires, tous les vendredis, des collégiens, des lycéens, toujours utiles Non, je pense qu'on doit, encore une fois, il faut qu'on dépasse le stade du cri pour aller vers l'action. L'action, c'est plus important. Vous leur demandez d'agir, quoi, si je comprends bien. Ils m'ont demandé d'agir et nous demandons mutuellement d'agir, et on a bien raison les uns les autres. Et franchement, vous savez, je parle beaucoup avec les lycéens. Nous les adultes, nous ne volons pas les rêves de tous ces... Non, je pense qu'il ne faut pas être dans ces discours. De tous ces adolescents, des jeunes, arrêtons de créer... Nous avons un devoir vis-à-vis des jeunes, et de ce point de vue-là, ne rentrons pas dans un cercle vicieux de la culpabilisation. Nous avons un devoir vis-à-vis des jeunes qui est de dessiner un avenir positif pour eux. Il y en a assez des discours gris, des discours d'angoisse. Nous, quand nous étions plus jeunes, les adultes ne nous tenaient pas des discours d'angoisse sur le futur de cette façon. Nous avons un premier devoir, et je le sens comme ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, c'est de dresser des perspectives positives. Et elles existent, les perspectives positives. Et de faire que les élèves, les jeunes, soient acteurs de leur futur. Donc, de ce point de vue-là, l'action est beaucoup plus importante que le cri. Est-ce qu'il y aura 250 000 éco-délégués? Ben oui, puisqu'il y en aura un par classe. Un par classe dans les collèges et les lycées de France. Obligatoire? Oui, c'est ce que nous avons demandé à chaque obligatoire. Oui, dans chaque classe, vous allez avoir un établissement privé-public. Dans chaque classe, il y aura un éco-délégué. Un éco-délégué, de façon, là aussi, à avoir un effet d'entraînement. Mais là aussi,
positif. Vous voyez, encore une fois, si tout cela permet un meilleur contact avec la nature, nous voulons par exemple plus de classes vertes en France. Oui. Nous voulons plus de projets environnementaux. Oui. Nous voulons travailler avec les collectivités locales pour que les bâtiments soient de plus en plus conformes aux règles écologiques. Nous voulons des cantines à circuit court. Hier encore, j'étais près d'Angers ou dans une cantine de collège, comme j'en vois tant maintenant, qui favorise les circuits courts. C'est bien meilleur que la cantine que vous aviez ou que j'avais quand nous étions élèves. Il y a des choses qui progressent de ce point de vue-là, et les élèves font très bien pression pour que ces choses-là progressent. Ils ont bien raison, et c'est concret. Donc c'est cela que nous devons faire, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Bon, il y aura donc obligatoirement un éco-délégué. Et nous avons à inventer, si vous voulez, cette société du futur, oui. où il fera bon vivre, on retrouve la qualité de la vie, on retrouve le bon sens, on retrouve le contact avec la nature. Nos enfants, finalement, ils nous réclament ça. Et c'est cela qu'on doit leur donner, plutôt que d'être dans une sorte d'excitation. Jean-Michel Blanquer, les atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires, je crois que vous avez les derniers chiffres. Oui, vous savez, je m'étais engagé à faire le point chaque trimestre sur ce point. Ça fait maintenant environ 1 an et demi que nous avons créé un dispositif pour que les personnes puissent signaler les atteintes à la laïcité, pour que nous puissions aussi réagir face à ces atteintes. Donc j'ai désormais les chiffres stabilisés pour le dernier trimestre de l'année dernière, donc qui va de avril à juillet, et c'est 900. Le chiffre était de 900 signalements sur les atteintes à la laïcité. Donc, pour une bonne partie de ces cas, on peut avoir une réaction des équipes sur place. On va entrer dans le détail. Oui. Les enseignants peuvent témoigner anonymement, on est bien d'accord. Oui. Est-ce qu'ils osent vraiment signaler les atteintes à la laïcité ? Écoutez, oui, je le crois. Oui. Le message que je leur donne depuis le début, c'est vous n'êtes pas seul face à ce type de problème. L'institution est derrière vous. Vous devez le signaler à votre chef d'établissement. Vous pouvez aussi le signaler aux équipes régionales et même aux équipes nationales au travers de la plateforme, l'intranet des professeurs, qui leur permet, sur un ensemble qu'on appelle valeurs de la République, de pouvoir saisir. Et donc, ils ne doivent jamais, je dis bien jamais, se sentir seuls. Peut-être que ça peut encore arriver, mais en tout cas, mon message, c'est de leur dire, ne vous sentez pas seul, l'institution est là pour vous soutenir. Quelles sont ces atteintes ? 900, vous dites, 900 signalés. Elles sont de tous ordres, c'est devenu polymorphe, parce que vous avez aussi des groupes qui essayent de tester, au travers des élèves qui essayent de tester des choses, mais très souvent ça peut être la contestation d'un enseignement, le fait de se faire dispenser aussi d'un enseignement, notamment en éducation physique et sportive. Souvent c'est des choses qui vont d'ailleurs à l'encontre de l'égalité. Vous avez le détail, je crois. Oui, j'ai des détails. Oui, que alors, donnez-moi les détails, vous les avez. Si vous voulez, j'ai 250 interventions qui sont intervenues au cours de ce trimestre dont je vous parlais, c'est-à-dire entre avril et juillet. Autrement dit, les équipes laïcité des rectorats sont venues 250 fois dans les établissements pour aider les équipes à affronter des problèmes de ce type. Et donc, quel problème ? Un problème, c'est par exemple des élèves qui contestent un enseignement de sciences de la vie et de la terre. Vous voyez, par exemple, vous avez parfois des idéologies créationnistes qui envahissent l'espace public. Oui. Et évidemment, qui sont des idéologies anti-scientifiques. Il est donc normal qu'un travail soit fait vis-à-vis des élèves, vis-à-vis de leur famille pour on va pas à la piscine, on ne veut pas visiter une cathédrale, des menus de cantine sont discutés. Voilà, tout ça sont des atteintes à tout ça. Bien sûr. Ça fait partie, je sais pas moi, demande de réduction sur la facture cantine en période de jeûne, par exemple aussi. Voilà, tout ça, ce sont des atteintes à la laïcité. Nous avons vocation à les traiter chacune. Et vous voyez, 900, ça peut paraître beaucoup à l'échelle du pays. Je pense qu'on commence quand même à réduire ce phénomène. Il reste encore suffisamment vaste pour qu'on le prenne à bras-le-corps, et c'est ce que nous faisons. Mais l'esprit dans lequel nous sommes désormais, c'est la République n'est pas sur la défensive, la République est à l'offensive, c'est-à-dire elle fait valoir de manière sereine et calme les règles normales de la République. Ces atteintes à la laïcité, dans les lycées, les collèges ou l'école primaire ? Avant tout. Alors malheureusement les trois, bien sûr. Les trois. Mais simplement ce que j'observe. Vous avez le pourcentage à peu près ? Oui, tout à fait. J'observe une baisse très forte du pourcentage en lycée dans les dernières statistiques. Moins en lycée, enfin moins que le trimestre précédent. Oui. Donc c'est 19% des cas qui sont en lycée. Vous avez 44% des cas qui sont en collège. Donc ça c'est relativement stable. Et c'est vrai que c'est là où ça reste le plus important et c'est là où on a fait le plus sans doute. Mais ce que j'observe, c'est que c'est 37% en primaire. Donc il y a une augmentation en primaire et ça c'est un point de vigilance qui nous renvoie, je pense, davantage aux parents d'élèves. Que se passe-t-il en primaire ? Je pense que le phénomène auquel on assiste, c'est qu'il y a des enfants, que c'est de plus en plus jeune que certains enfants se voient mis dans la tête des choses qui ne... C'est-à-dire par exemple, des choses parfois qui peuvent paraître folles. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. Vous voyez, des choses de ce genre. Non, mais oui, mais il y a aussi... donc vous avez des attitudes. Ne pas tenir la main qu'un petit garçon ne tienne pas la main d'une petite fille. Ce genre de choses.
chose. Ça existe. Et encore une fois, c'est marginal. Gardons ça dans les proportions que ça doit avoir. Ça ne sert à rien. Comme sur le sujet précédent d'ailleurs. Sur le sujet précédent. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'être dans l'excitation ou dans l'exagération. Il faut juste dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire, constater le problème, et il existe, et je suis le premier à ouvrir grand les yeux sur ce problème, mais aussi le traiter dans de justes proportions et avec calme. C'est ce que nous faisons, notamment par l'intervention de ces équipes laïcité. Et équipes laïcité dans chaque académie. Dans chaque académie, à la disposition de l'ensemble des personnels, de l'éducation nationale. Et là, par rapport à ce que je viens de vous dire, si vous voulez, je pense qu'on va intervenir peut-être davantage à l'école primaire en soutien des équipes, chaque fois qu'elles se sentent un peu démunies par rapport au phénomène qu'elles constatent. Le port du voile pour les mères accompagnant les sorties scolaires, vous remettez tout cela en cause ou pas? Parce que j'ai vu qu'il y a une nouvelle proposition de loi sénatoriale, je ne sais pas si vous avez vu ça, pour une interdiction. Alors, je sais que vous avez beaucoup réfléchi à la question, hésité. Oui, Jean-Michel Blanquer. Hésiter, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas travailler le sujet. C'est-à-dire regarder, c'est un sujet qui a beaucoup d'implications, parce qu'il y a d'abord des libertés constitutionnelles qui existent en matière vestimentaire. C'est pas la même chose à l'intérieur d'un établissement pour un enfant et à l'extérieur d'un établissement pour un parent. Et donc, sans rentrer dans tous les détails par lesquels nous sommes passés, la situation est claire, c'est que nous souhaitons au maximum que ce soit évité, même si ça n'est pas interdit par la loi. Donc tout ce qui... Alors comment faire pour que ce soit évité ? C'est souvent par le dialogue. D'ailleurs, souvent, c'est ce qui se passe de la part des directeurs d'école. Mais en même temps, nous savons bien que aux maires de retirer leur voile. Oui, qui disent que c'est souhaitable de ne pas avoir de signes ostentatoires. Il n'y a pas que le voile, d'ailleurs. De façon générale, nous avons à nous respecter les uns les autres et à faire en sorte qu'il n'y ait pas de prosélytisme. Vous savez, dans la loi pour l'école de la confiance que nous avons promulguée à la fin de l'année dernière scolaire, il y a une disposition qui interdit le prosélytisme aux abords des établissements. De façon générale, la laïcité, c'est quoi ? C'est d'éviter la pression de qui que ce soit, sur qui que ce soit, à raison de ses convictions, et notamment de ses convictions religieuses. Et donc, c'est préserver la neutralité de l'espace scolaire. Quand il y a une sortie scolaire, il y a évidemment une forme d'extension de cette neutralité. Donc, on doit souhaiter qu'il n'y ait pas de pression sur les enfants, c'est-à-dire qu'on n'ait pas le sentiment qu'une religion fasse pression. Est-ce que la FCPE fait pression ? Vous avez vu oui, j'ai vu cette campagne. Cette campagne de la FCPE, qui est une association de parents d'élèves, une mère voilée qui nous dit « Oui, je vais en sortie scolaire, et alors ?» Je pense que c'est regrettable, évidemment. C'est-à-dire écoutez, initiative, vous savez, il faut avoir un peu le sens de l'histoire sur ces sujets. Oui. Moi, vous regrettez cette initiative ? Oui, bien sûr, et je vais vous dire pourquoi. Oui. Il faut avoir le sens de l'histoire. J'ai en tête quand même l'histoire de la Fédération des parents d'élèves. Comment elle a été créée ? Elle a été fondée sur la laïcité, sur les valeurs de la République, et à mes yeux, ça continue à être sa raison d'être, comme d'autres associations de parents d'élèves. Donc c'est extrêmement paradoxal de les voir aujourd'hui faire une campagne avec cela. Je pense que c'est une erreur de leur part, j'espère qu'ils vont la corriger. Je pense que, si vous voulez, c'est un tout petit peu inquiétant parce qu'on voit qu'on est sur un sujet un peu électoral, là, puisque c'est les élections de parents d'élèves dans 2 ou 3 semaines. Le fait qu'on ait maintenant des groupes ou des organisations qui essayent de flatter le communautarisme pour avoir des voix n'est pas une bonne chose. Donc je pense que moi je respecte les instances de la FCPE, je considère qu'ils ont fait une erreur, je leur demande de la corriger tout simplement. Bien, autre chose, le gouvernement voudrait mettre fin aux jouets genrés, vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ou pas ? Honnêtement, non. C'est Agnès Pannier-Runacher qui prépare un texte mettant fin aux jouets genrés. Est-ce que ça vous paraît, franchement ? Honnêtement, je n'ai pas regardé. Non, vous n'avez pas regardé, mais honnêtement, si vous réagissez comme spontanément, moi, spontanément, ça m'a fait réagir, je trouve ça, je vous le dis, c'est rare. Je m'engage, je trouve ça ridicule. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jean-Michel Blanquer ? Il y a une phrase de Georges Pompidou que j'aime bien, qui est « Il ne faut pas emmerder les Français ». Je pense qu'il faut pas qu'on interdise sans arrêt ce qui ne nous plaît pas, si vous voulez. Il y a des choses, ça renvoie d'ailleurs à d'autres sujets. Nous sommes une grande démocratie, une république. Cela signifie qu'on doit accepter nos différences et pouvoir vivre avec, n'est-ce pas ? Et donc il y a mais cela dit, je ne connais pas ce projet et connaissant l'excellent travail de ma collègue, ça m'étonnerait que c'est le membre du gouvernement qui parle, Jean-Michel Blanquer. Mais enfin, vous êtes comme moi, spontanément, ça vous paraît un peu. Oui,
mais parfois on présente les choses d'une manière bizarre. Bon, comme je ne l'ai pas vu, je ne sais pas de quoi on parle. Bon, d'accord. Maintenant, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire pour lutter contre les stéréotypes de genre chez les petits enfants. Ça, c'est vrai. Mais c'est pas la même chose que d'interdire tel ou tel. Mais je ne connais pas ce projet dont on parle. Bon, aujourd'hui, début de l'examen de la loi bioéthique. On vous a peu entendu sur la PMA pour toutes les femmes. Aucune objection ? Aucune objection à quoi ? De votre part, non, PMA sûr, pour toutes les femmes. Non, c'est un projet qui a été très travaillé par le gouvernement et par le comité d'éthique aussi. Il y a d'ailleurs une très grande qualité des travaux menés actuellement au Parlement. Je pense que c'est même assez emblématique d'une qualité démocratique française actuellement sur un sujet qui n'est pas un sujet de clivage gauche-droite ou même d'un autre clivage. Ce sont des sujets complexes, là aussi qui illustrent la situation historique dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire nous sommes dans une civilisation de plus en plus technologique, de plus en plus scientifique aussi, avec un certain nombre d'opportunités, un certain nombre de progrès permis par cela, et puis un certain nombre de risques. Donc il faut empêcher les risques, il faut les cadrer, et il faut évidemment que l'humanisme progresse au travers de nos évolutions scientifiques et technologiques. C'est vrai dans le domaine génétique, comme dans le domaine informatique, comme dans le domaine de l'environnement. Donc c'est ça notre défi de civilisation aujourd'hui. Et je pense que cette loi va dans ce sens. Vous la soutenez évidemment, puisque vous êtes membre du gouvernement, mais à titre personnel. Oui, à titre personnel, à titre personnel et collectif, il n'y a aucun problème. Mais c'est surtout, n'oublions pas de souligner aussi ce qu'elle permet de cadrer. Oui. Par exemple, elle permet d'éviter la recherche sur l'embryon. Elle traite toute une série de points qui sont des points très importants et que d'ailleurs ce sont des points qui se posent à tous les pays aujourd'hui, puisque du fait des progrès de la génétique, on doit encadrer l'activité scientifique et encadrer aussi juridiquement ce qui va se passer. Le corps appartient à l'être humain ou à Dieu ? Ça pose le fond de la question. Et puis en tout cas, ce qui est certain, c'est que le corps humain n'est pas une chose. Et nous devons évidemment garder la maîtrise de nous-mêmes en quelque sorte. Et ce point-là, c'est quand même ce qui définit l'humanisme d'une certaine façon. Donc, de ce point de vue-là, notre critère, ça doit toujours être l'être humain, la personne humaine. Oui. Jean-Michel Blanquer, réforme des retraites, la réforme des retraites, qui sera lésée ? Peut-être que les enseignants seront lésés. C'est un risque. Alors, vous en convenez ? Oui, et le président de la République et le Premier ministre aussi, de sorte que, à partir du moment où un risque est identifié, il est déjà en grande partie traité. C'est-à-dire donc il y a risque. Ils seront lésés avec cette réforme. Non, ils ne le seront pas. Bon. Puisque le risque est vu, le risque sera évité. Alors comment allez-vous éviter... Si vous me dites, il y a un tournant au bout de la route, si je le vois, je le prends. Comment allez-vous éviter le risque ? Eh bien, par le travail. C'est ce que nous allons entamer. D'ailleurs, avec Jean-Paul Delevoye, je discute de cela avec lui depuis maintenant assez longtemps. Nous rencontrerons en temps prévu, c'est-à-dire au mois d'octobre, les organisations syndicales, ensemble, lui et moi, de façon à travailler sur tout ce qui va permettre d'avoir une retraite normale, c'est-à-dire que les professeurs n'y perdent pas lorsque la réforme... Comment allez-vous faire ? Revaloriser les salaires ? C'est en revalorisation les rémunérations. Je me souviens d'ailleurs que lorsque vous aviez fait le grand débat de RMI, votre propre grand débat à vous, la première... Exact. C'était la revalorisation des salaires des enseignants. Et moi-même, vous le savez, je n'ai cessé d'être le premier avocat de cette cause. Donc vous allez encore revaloriser les salaires ? Nous avons, oui, sur une base pluriannuelle, bien entendu, puisque nous avons un début de la réforme des retraites qui sera en 2025, dans des proportions qui restent largement à définir, avec des règles du jeu qui restent encore largement à définir. Et donc nous allons travailler sur une rémunération qui permette d'avoir une entrée en retraite équitable pour tous les professeurs. De compenser les pertes. Donc on part d'un risque que vous pointez pour arriver en fait à une possibilité de remettre sur la table tout ce qui a trait finalement aux ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire aux professeurs, mais aussi à l'ensemble des personnels, pour voir leur situation de rémunération, mais aussi leur situation de travail. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est aussi le bien-être au travail des personnels. Les sujets que nous avons évoqués précédemment, les premiers en particulier, ont trait aussi à ce bien-être au travail. La santé des personnels, la sécurité des personnels, la qualité du travail, le bien-être collectif, le fait d'être entendu. Par exemple, en cette rentrée, nous commençons ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines de proximité, c'est-à-dire un interlocuteur. Ça touche à peu près un quart des professeurs qui peuvent désormais avoir un interlocuteur à 10 minutes de leur lieu de travail pour pouvoir échanger sur leur carrière, sur leurs perspectives, leurs difficultés. Eh bien, c'est cette humanisation des ressources humaines qui est aussi en jeu. Donc, c'est cette vision de la carrière qui peut être un petit peu rediscutée, mise à plat avec les organisations syndicales et avec l'ensemble des professeurs à l'occasion de ce travail qui est un travail sur la durée. C'est un travail, là aussi, très profond, très structurel, mais qui offre des perspectives d'amélioration pour notre école, puisqu'à la fin, ce qui compte, c'est qu'on ait une école de qualité pour nos élèves, et donc pour ça, il faut avoir
aussi des professeurs qui soient bien dans leur peau, dans leur institution. Avec un emploi du temps, notamment pour ceux qui sont en première, qui enseignent en première, un emploi du temps bien organisé. Parce que les conseils de classe sont difficiles à organiser, avec la réforme du bac. Non, non, vous avez fait un reportage là-dessus, je l'ai vu tout à l'heure. Non, je pense que sur ce point comme sur d'autres, la réforme du baccalauréat permet d'ouvrir les fenêtres, de renouveler complètement les manières de faire. Vous voyez, par exemple, le conseil de classe, parfois, est un petit peu routinier tel qu'on l'a conçu jusqu'à présent. Là, il va y avoir, par exemple, chaque lycée le fera à sa façon, mais vous pouvez faire des conseils de classe par enseignement de spécialité. Il y en a 7. Parfois un peu plusieurs conseils de classe. Donc un conseil de classe qui permet de réunir les professeurs d'un même enseignement de spécialité. Par exemple, vous avez un enseignement de spécialité qui s'appelle numérique et sciences informatiques. Bon, si tous les professeurs concernés par cet enseignement, mettons 4 dans un établissement, se réunissent autour des, mettons 100 élèves qui ont choisi cet enseignement, ça permet d'avoir une vision de cette discipline, de cet enseignement, tout en ayant une vision de chacun des élèves, et le travail fait autour de chaque élève est ensuite utile pour le conseil de classe général, qui correspond au bloc commun d'heures. Rappelons quand même qu'un élève de première, il a 15 heures de bloc commun, donc qui continue quand même à avoir sa classe avec le conseil de classe qui va avec. Merci Jean-Michel Blanquer, il est 8h54, vous êtes sur RMC BFM TV.